et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène. Chose première, chose due, on vous avait dit 3 rendez-vous par mois. Le premier, c'était pour les sorties du mois de septembre. Le deuxième, pour la critique du Suicide Squad que j'ai fait en collaboration avec notre ami Kevin. Et donc, cette troisième-là, un numéro spécial avec un sujet qui reste encore un peu secret. Et il va le rester encore un petit peu, puisqu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous parler juste un petit truc vite fait. C'est une interview réalisée par notre ami Rodrigo sur la chaîne YouTube des Deux Rives et qui concerne le réalisateur François Ruffin qui a réalisé Merci Patron récemment, qui a eu un certain succès. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo dont j'espère l'adresse va apparaître par ici, comme ça au moins vous saurez où la chercher. Donc, ce sujet de ce premier ciné-scène spécial de l'histoire, attention grand moment, ça va être Batman. Et ouais, on fait une spéciale Suicide Squad, on s'est dit on va rester dans l'ambiance, on reste sur les super-héros. Spécial Batman, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous parler de tous les films qui sont sortis au cinéma, tous les films en prise de vue réelle, et non pas animés, parce que franchement sinon on s'en sortirait pas. Tous les films qui sont sortis au cinéma, depuis le début du cinéma jusqu'à maintenant. Enfin à peu près, hein. De toute façon ça remonte pas si loin, je vous rassure. Et ça commence en 1989, peu de temps après que la Warner ait racheté DC Comics. Il décide donc d'utiliser le catalogue de super-héros pour faire des films dessus. Et forcément, le premier choisi, c'est un des plus connus, avec son camarade bleu Superman, c'est donc Batman. On met les petits plats dans les grands pour ce premier film, puisque le réalisateur n'est nul autre que Tim Burton, par exemple vous présenter, Édouard de Main d'Argent, entre autres, voilà, qui est déjà un réalisateur de très grande renommée, et qui va avoir un casting assez sympathique autour de lui, puisque dans le rôle titre, Batman, Bruce Wayne aussi, hein, puisque les deux ont de père, on retrouve Michael Keaton. À ses côtés, dans le rôle féminin principal, on va retrouver Kim Basinger, qui à l'époque est la fille la plus sexy du monde, ou pas loin. Et pour l'affronter, dans le rôle du grand méchant de service, on va retrouver un certain Jack Nicholson. Si vous ne savez pas qui c'est, allez voir, parce que là, franchement, c'est ridicule. Et il va jouer qui? Il va jouer le Joker. Ce film va cartonner à tel point qu'il y a une Batmania qui va déferler sur le monde entier. Tous les goodies que vous pouvez trouver des années 80 avec le logo jaune, le logo de Batman sur fond jaune, datent de ce film, grosso modo. Et il va cartonner parce qu'il est super bien foutu. Alors on peut critiquer sur certaines choses, certains diront que c'est plus du Burton que du Batman, sauf que les deux univers finalement se regroupent plutôt pas mal, puisque le côté un peu gothique de l'univers de Burton correspond tout à fait au Gotham City de Batman. En tout cas, c'est mon point de vue. Pareil pour le Joker de Nicholson qui nous fait une prestation énorme dans ce rôle. Certains vont dire que c'est pas vraiment le vrai Joker des comics. Kevin, si tu nous regardes. Mais à mes yeux, ça reste quand même probablement le meilleur Joker avec un petit bémol. Puisque c'est celui qui sera plus proche du sujet d'origine. Tout en arrivant à s'en démarquer quand même pour faire un truc qui sera très crédible. Malgré le petit bas qui blesse, puisque c'est un film qui date de la fin des années 80, avec des looks vestimentaires un peu spéciaux pour maintenant, et surtout le costume du Joker qui fait un petit peu, maintenant quand on regarde le film, il fait un peu ridicule, faut être honnête. Sauf que ça cartonne, ça marche très bien. Burton, qui est un spécialiste des décors, est même oscarisé pour ça, puisque en 89, le Batman sera oscarisé pour les meilleurs décors de film. Rien que ça. Donc voilà. Succès critique énorme, succès public énorme, je vous dis c'est vraiment une déferlante de Batman, partout, surtout. Et du coup la Warner va exploiter le filon encore un petit peu, et en 92, donc 3 ans après la sortie du premier, on va voir une suite apparaître. La suite va être dirigée de main de maître, encore une fois, par monsieur Tim Burton, et ce film s'appellera Batman Returns en anglais, et Batman le défi en français. Parce qu'à l'époque, on voulait rien faire comme les Américains, donc on faisait pas pareil, inévitablement. Niveau casting, on retrouve les bases du premier film, puisque Michael Keaton garde le rôle de Bruce Wayne, sauf qu'à côté, tous les personnages secondaires ont un petit peu bougé. Plus de Joker, plus de Kim Basinger, ils vont être remplacés par 2 vilains pour le coup, ou 2 presque vilains, puisque s'il y a un vrai méchant dans l'histoire, ce sera le Pingouin, avec probablement le meilleur casting de l'histoire d'un personnage cinéma, Danny DeVito, qui nous fait une performance exceptionnelle en Pingouin et qui en plus, excusez-moi monsieur DeVito, avait un peu le physique de l'emploi. Je vous rassure, il est quand même un peu maquillé, hein, faut pas non plus en rajouter.
Mais voilà, il avait le physique pour faire ce rôle, et c'est probablement le personnage le mieux casté de l'histoire du cinéma à mes yeux. Bref, à ses côtés, en deuxième grand vilain, parce que c'est une suite, donc il fallait faire encore mieux que le premier, bah c'est deux pour le prix d'un, les vilains. On retrouve un vilain qui n'en est pas vraiment un, enfin une vilaine qui n'en est pas vraiment une, puisque Selina Kyle, aka Catwoman, est interprétée par Michelle Pfeiffer. Là encore, la référence pour Catwoman, même encore maintenant, probablement la Catwoman la plus sexy de l'histoire. Je suis désolé pour Anna Thaoué, et je pense qu'Halle Berry ne m'en voudra pas parce qu'elle est tout à fait consciente du résultat de son film Catwoman. On ne reviendra pas dessus, on en parlera une autre fois, tiens, pourquoi pas. Bref, succès encore critique et public, la Batmania continue à déferler sur le monde. Le film reste sombre, reste noir, tout est là, tout est nickel. Il est peut-être encore meilleur que le premier même, puisqu'on n'a pas tous les ralentis de la présentation des personnages et tout ça. Un truc franchement énorme qui va pousser la Warner à continuer son petit bonhomme de chemin avec le Batou. Sauf que 3 ans plus tard, Burton il en a un peu marre de faire du Batman. Ça peut se comprendre, on sait que c'est pas forcément quelqu'un qui aime beaucoup les films de commande. Donc il va repartir sur ses aventures à lui. Il va falloir trouver un remplaçant. Tim Burton va être remplacé par Joel Schumacher. Vous irez voir sur Wikipédia, IMDb, ce que vous voulez, hein. Joel Schumacher. Voilà. Vous vous souviendrez juste qu'il a fait 2 Batman du coup. Et ce 3e volume, intitulé Batman Forever, voit aussi un nouveau casting. Michael Keaton est remplacé dans le rôle de Bruce Wayne par Val Kilmer. Là tout de suite, niveau physique, on voit pas trop la ressemblance. Donc du coup, Val Kilmer ne fait pas un Bruce Wayne si crédible que ça, en tout cas au niveau physique, puisque le blondinet doit jouer un brun. Alors ça, certes, ce n'est que des détails, mais ça a quand même un petit peu son importance. Niveau gentil, il sera rejoint par un certain Chris O'Donnell, qui interprétera le rôle de Robin. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'il aura fait dans sa vie, au niveau du cinéma. C'est un peu réducteur, je sais, mais c'est un peu vrai aussi. Et à ses côtés, on va retrouver quelques grands noms quand même, puisque les 2 vilains de service seront interprétés par 2 acteurs reconnus, si ce n'est à l'époque, en tout cas maintenant. Tommy Lee Jones nous interprète Harvey Dent double face. Lui était déjà très connu à l'époque. Et Jim Carrey, qui à l'époque était encore un comique qui commençait à faire son trou au cinéma, mais qui n'avait pas encore tous ses grands films à son actif, interprète Edward Nygma, le Sphinx, The Riddler, comme vous voulez, vous choisissez, en français, en anglais, vous voyez. Et qui nous livre probablement ce qui va sauver le film. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, si vous devez voir Batman Forever, vous coupez toutes les scènes où il n'y a pas The Riddler dedans. Voilà. Tout le reste, il vaut rien. Il n'y a que lui qui vaut quelque chose. Et je suis désolé, Monsieur Jones, même vous, vous avez du mal à être à niveau. Et c'est pas entièrement de votre faute, parce que l'Harvey Dent que vous jouez n'est pas forcément super bien fichu. Et c'est surtout valable pour les costumes. Regardez juste les costumes. Ils vont être quelque part là autour de moi. Je sais pas où exactement, mais ils vont être quelque part. De double face et du Sphinx. Et franchement, imaginez-vous dans ces accoutrements-là et être crédible. Ça va être compliqué. Moi, je me souviendrai surtout d'une scène complètement ridicule entre Harvey Dent et The Riddler, où ils se repassent une espèce de corde qui se colle sur la tête l'un à l'autre. On dirait 2 jeunes en train de se passer un joint. Ils sont morts de rire, c'est ridicule. Et ça résume un peu le film. Sauf que, c'est Batman, ça fait des entrées, donc la Warner en remet une couche. Il faut plus que 2 ans pour le faire. Et ils auraient peut-être dû en prendre un peu plus d'ailleurs pour le faire. On retrouve encore une fois Joel Schumacher à la réalisation. Et vous voyez l'alarme qui coule là? Non, vous devriez. On retrouve par contre un casting complètement différent, sauf Chris O'Donnell. Il avait que ça à faire, je vous l'ai dit. Val Kilmer est remplacé par George Clooney. Alors là, physiquement, c'est plus Bruce Wayne, mais le problème, c'est qu'il est encore très imprégné du rôle qu'il avait dans Urgence. Et que du coup, ça marche moins bien au niveau des fans de comics, qui ont du mal à voir ce docteur en Bruce Wayne. Bref. Et surtout, c'est qu'à côté, les méchants qui sont interprétés par des acteurs connus ne viennent pas sauver la truc. Uma Thurman nous livre une Poison Ivy plus que ridicule. Encore une fois, tout comme pour Tommy Lee Jones pour Double Face, c'est pas forcément de sa faute à elle. On sait que c'est une très grande actrice. Elle est surtout pas épaulée par des costumes et des décors ridicules et par un Bane à pleurer.
Bref. Et à côté d'elle, on retrouve Mr. Freeze. Pas le bâtonnet glacé. Et je vais éviter toutes les vannes avec le mot sucé dedans. Mais Arnold Schwarzenegger. Le bonhomme, vous savez, le méchant qui lance des rayons laser froids. Voilà. Schwarzenegger, Terminator, comme ça, 3 phrases, nickel. Mr. Freeze dans son costume, là en plus tout bleu, ridicule. C'est voilà, Mr. Freeze il va apparaître là. Je pense que c'est la palme du ridicule au niveau des costumes dans la saga Batman. Bref, ce film vient plomber la franchise au cinéma. Il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, après ça, on n'a pas forcément envie d'aller voir un autre film de Batman au cinéma. Surtout si c'est associé à Schumacher, qui fera pas grand chose après non plus. D'ailleurs. Bref, ce film plombe. Et il va quasiment falloir attendre 10 ans pour retrouver Batman au cinéma. Un peu moins, 8 ans, allez. Puisque c'est en 2005 que sort Batman Begins. Reboot du Batman au cinéma. Dirigé par Christopher Nolan, qui à l'époque n'est pas encore très connu, mais qui grâce à ce film va commencer à se faire une certaine notoriété. Ce film voit un nouveau Bruce Wayne apparaître en la personne de Christian Bale, à mi-chemin entre Michael Keaton et Val Kilmer, je serais tenté de dire, et qui colle relativement bien au personnage de Bruce Wayne. Il est épaulé par un casting de haute classe, puisque Michael Caine interprète Alfred Pennyworth, que Lucius Fox est interprété par Morgan Freeman. On retrouve aussi Katie Holmes dans le rôle de Rachel Dawes, premier personnage féminin de l'histoire. Et le méchant est interprété par Liam Neeson, qui nous sort tout droit de La Menace Fantôme, l'épisode 1 de Star Wars, pour ceux qui ne suivent plus. Et qui nous interprète Ra's al Ghul dans Batman Begins. L'esprit sombre de Gotham est retrouvé. C'est assez noir, bien plus noir que les Forever et Batman et Robin. D'ailleurs, j'avais zappé le titre de quatrième, vous voyez, tellement il m'avait pas... Bref. Bien plus noir que Batman et Robin et Batman Forever. On retrouve la vraie ambiance de Batman, la vraie ambiance de Gotham City. Un film qui a du succès et qui entraîne donc une suite. The Dark Knight, excusez-moi, j'ai confondu les noms. The Dark Knight, qui va être l'apogée de Batman au cinéma. Sauf que ça va pas être de la faute à Batman, ça va être de la faute à son adversaire. Nolan reprend la caméra pour tourner le volume 2, où on retrouve tout le casting de gentils qu'on a eu dans le premier, et c'est au niveau des méchants que ça bascule. Il y a juste Katie Holmes qui a changé de tête entre temps. Malheureusement, le nom m'échappe de l'actrice. Parmi les méchants, on va retrouver Aaron Eckhart dans le rôle d'Harvey Dent, double face. Et là, pas de costume ridicule. Donc, un vrai bon Harvey Dent, un vrai bon double face, bien un peu flippant comme il faut. Voilà. Mais l'apogée du film, ce sera inévitablement le Joker, qui avait déjà été l'apogée un petit peu des premiers films aussi. Voilà. Et le Joker est ici interprété par l'énorme Heath Ledger, qui malheureusement nous quittera peu de temps après. Et il nous livre là un Joker qui n'a rien à voir avec celui des comics, qui n'a rien à voir avec celui de Nicholson en 89, mais qui est juste énorme et flippant. Il est psychopathe à souhait, il est taré, c'est génial. Le film est sombre, il est violent comme il faut. Bref, c'est du vrai bon Batman au cinéma, et c'est avec impatience qu'on attend le 3e volet, qui malheureusement va être parasité par des événements extra-cinématographiques sur lesquels on ne reviendra pas. Si vous voulez plus d'informations, allez les rechercher. Internet, ça sert à ça, à la base. The Dark Knight Rises sort quelques années plus tard. On nous le vend comme un film ultra violent. Il ne le sera pas tant que ça finalement, en tout cas à mes yeux. Un film très sombre. Il le sera, je pense, un peu moins que The Dark Knight. Et surtout, il part un peu dans tous les sens par moments, avec des castings de fous. On retrouve plein de personnages qui malheureusement n'ont pas le temps d'être développés. C'est notamment le cas de Anne Hathaway, qui interprète le rôle de Catwoman. On a à peine le temps de la voir, pas plus que ça. On aura aussi le nom Gordon, excusez-moi, Joseph Gordon-Levitt, voilà, j'ai réussi à remettre son nom dans le bon sens, qui va nous jouer un policier qu'on commence à entrevoir en tant que peut-être futur Robin, mais qu'on ne verra malheureusement jamais. Et au niveau des méchants, on retrouve
Marion Cotillard dans le rôle de Talia al Ghul, qui restera mémorable pour une seule et unique scène, dont Marion Cotillard doit encore regretter l'interprétation aujourd'hui, parce qu'on continue à se moquer d'elle pour ça. Et en grand méchant principal, on va retrouver Bane, qu'on avait déjà vu dans Batman et Robin, et qui là va revenir dans un style complètement différent, grand bien lui fasse. Il est interprété par Tom Hardy, qui nous livre une bonne performance, mais qui finalement laisse un petit peu les gens sur leur faim. On finit donc là avec la trilogie de Nolan qui avait plus ou moins fini ce qu'il avait à dire sur Batman. Et la Warner décide de rebooter le personnage pour son univers partagé. Et là, c'est le drame, comme dirait l'autre. Enfin, pas tout à fait, puisque Batman est le seul truc qui surnage des récents films de Warner DC au cinéma. On en a déjà longuement parlé sur cette chaîne, donc vous avez qu'à aller voir les anciens numéros de Ciné-Scène où on a parlé de Batman vs Superman et du Suicide Squad pour voir un petit peu ce qu'on a pensé de ce Batman. On retiendra juste que Ben Affleck dans le rôle de Batman est assez bon, que je suis curieux de voir ce que ça va donner, surtout qu'il a la main, semble-t-il, sur le projet en total auprès de la Warner, qu'il risque de réaliser, de plus ou moins scénariser le film. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner une fois qu'il sera seul, entre guillemets, à l'affiche de son film, en espérant qu'il sera celui qui va sortir un petit peu l'univers partagé cinématographique de DC, des méandres dans lesquels ils se sont perdus depuis Man of Steel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve d'ici quelques jours pour les sorties du mois d'octobre. Et d'ici là, que la force soit avec vous. Ouais, je sais, c'est pas tout à fait dans le thème du jour, mais voilà, on change pas les habitudes. Salut!